Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité classée dans les plus hautes importances en termes de pouvoir au sein des États. Nous allons parler de la presse et des médias aujourd'hui, notamment en Algérie avec la sortie encore une fois, directement du ministre de la Communication, Mohamed Lagab, qui a appelé donc mardi les médias à se mobiliser pour assurer une couverture médiatique professionnelle. C'est un terme qu'il a répété à maintes reprises, à outrance. On va essayer de comprendre que veut-il dire derrière ça, notamment la couverture de la présidentielle du 7 septembre prochain. Dans une déclaration donc à la presse en marge, notamment, c'était mardi, il y a 48 heures, en marge du séminaire international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine, garantir le bon déroulement de ce rendez-vous, donc a annoncé le ministre de la Communication, pour notre pays en respectant la déontologie et le professionnalisme, la déontologie de la profession. Il revient sur des termes, professionnalisme, déontologie, éthique, couverture, neutralité. Nous allons essayer, bien évidemment, avec nos invités, d'essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots émanant du ministre de la Communication. Et puis, notamment, il y a des exemples précis. Lorsqu'il s'agit de feux, par exemple, aucun micro, aucune caméra pendant les faits, en tout cas, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, par exemple, ou poursuivre aussi les dossiers par la suite. On l'a vécu aussi au sein de la Covid. Les haragas, personne, aucun média ne couvre notamment les haragas, par exemple. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que deviennent-ils après? Qu'est-ce qu'il arrive, pardon, réellement à leur famille? Et puis certaines réunions politiques, meetings, pardon, ou associations aussi ne sont pas couvertes par les médias. On parle très peu, voire quasi pas du tout d'environnement, notamment de pollution. On sait très bien qu'aujourd'hui en Algérie, le pays est confronté à d'énormes dégâts en termes d'environnement, de pollution, des déchets qui ne sont pas ramassés. Aucun média travaille là-dessus pour informer, sensibiliser et surtout essayer de comprendre à qui la responsabilité. Et je vous disais notamment comme les feux, par exemple, aucune information n'est donnée aux téléspectateurs et téléspectatrices, aux téléspectatrices, pardon, et notamment en termes de diplomatie. On en parlait hier, l'Africom, des rendez-vous ont lieu, des dossiers sont signés. De quel dossier s'agit-il? Quelles conséquences? À quelle hauteur? Eh bien, les Algériens et les Algériens toujours dans l'absence totale et la désinformation totale, sauf, on l'a vu, c'est une réalité, nous n'inventons rien. Lorsque le président algérien, Abdelmadjid Tebboune notamment, se rend par exemple dernièrement à Djelfa, à Tindouf ou encore à Tizi Ouzou, pardon, vous avez vu la multitude, les dizaines de micros et de caméras qui étaient présentes. D'ailleurs, derrière ce moment à Tizi Ouzou, malheureusement, très peu, aucune vidéo privée n'a fuité. Ce sont des vidéos qui ont été cadrées par le pouvoir. Et puis, vous l'avez vu aussi dans le cadre de rendez-vous diplomatiques, comme nous l'avons vu hier avec l'Africom, où le président Tebboune a accueilli notamment la défense américaine avec une armada médiatique juste derrière. Donc, nous allons essayer de comprendre, bien évidemment, ce que veut dire Mohamed Lagab. Avant de vous présenter mes invités, nous allons juste, vous savez que les Jeux Olympiques ont commencé déjà depuis hier. La soirée d'ouverture aura lieu demain soir, donc à Paris. Sur la scène, sur cette photo, vous allez rencontrer. Alors, il y a 46 sportifs et sportives algériennes parmi les 206 délégations internationales. Donc, ils sont 46 Algériens, Algériennes. On leur souhaite bien évidemment un beau parcours. Ici, porteur de la flamme aujourd'hui à Boulogne-Billancourt, c'est Hakim Arizgui qu'on a eu le plaisir de recevoir sur El Magharibiya, qui malheureusement a subi la terreur du pouvoir en 2001, qui a perdu la vue, qui s'est retrouvé donc en France pour se soigner. Il y est resté, il a fait sa vie et il est donc international français de cécifoot. C'est du football, notamment pour non-voyants. Donc il a été sélectionné pour les Jeux paralympiques qui vont se dérouler quant à eux du 1er au 7 septembre. Voilà, donc on voulait saluer Arizgui Hakim. Voilà, tous les Algériens, les Algériennes. Il est originaire de la région de Kabylie. Voilà, et on leur souhaite bien évidemment bonne route à toutes et à tous. Ils sont 46. L'Algérie est belle et qu'elle soit bien représentée aux Jeux Olympiques. Pour en parler de cette actualité, Karim Kebir, bonsoir, journaliste. Merci d'être là, cher confrère. Bonsoir à vos invités, à vos téléspectateurs.
Merci pour votre fidélité. J'ai eu le plaisir de vous avoir hier. Il était important ce soir de vous avoir. Nous parlons d'un secteur que vous connaissez. Vous êtes professionnel des médias et malheureusement, il est très difficile. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir des hommes et des femmes de médias qui puissent être présents sur nos antennes puisque malheureusement, ils sont confrontés à ce qu'ils appellent tout simplement la peur et la représaille. Néanmoins, on essaie quand même de tenter de les joindre et tenter aussi de joindre des invités du côté du pouvoir. Abderrahim Moussaouer, bonsoir, enseignant universitaire. Merci d'être là, militant politique. Bonsoir Chaban, bonsoir à toute l'équipe technique de Magharibia. Merci pour l'invitation et bonsoir aux invités et particulièrement à M. Kabir qui est mon voisin. Merci Abderrahim Moussaouer d'être là. Tariq Braik, merci d'être là. Plaisir aussi de vous retrouver. Vous êtes donc militant politique, universitaire. Vous êtes en Algérie. Bonsoir Tariq Braik. Bonsoir Chaban, bonsoir à nos téléspectateurs. Merci d'être là. Karim Kébir, je vais commencer avec vous. D'abord, c'est très particulier dans la forme, notamment beaucoup en Algérie, il y a ce lien de subordination, à croire qu'il y a un patron. En quoi un ministre, en Algérie, on parle de l'Algérie, et ça en dit long sur ce régime tout de même qualifié d'autoritaire, en quoi un ministre de la Communication réunit des journalistes pour leur dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se comporter, dans quelles directives ils doivent travailler. Il y a cette agence donc, qui régule la télé en Algérie, les chercheurs doivent faire leur travail, la presse doit faire leur travail. D'abord, un mot sur ce lien de subordination en Algérie avec un ministre qui ordonne et qui donne des directives et des ordres. Justement, c'est la caractéristique de notre pays, parce que dans les pays où il y a un minimum de démocratie, en tout cas, d'abord, il n'y a pas de ministère de communication, puisque la corporation est supposée s'organiser, s'auto-organiser, donc il y a un politique de déontologie, donc il y a même au sein des rédactions des conseils d'éthique et tout ça. Donc et puis il y a un cadre juridique qui régit un peu le fonctionnement, le métier. Donc on n'a pas besoin à ce que un ministre rappelle à chaque fois que ce que doivent faire les médias pendant la campagne électorale, parce qu'ils sont supposés connaître ce qu'ils doivent faire de toutes les façons. Puisque les rendez-vous électoraux sont cycliques, ils reviennent assez souvent. Mais cela traduit tout de même notre particularité, c'est-à-dire il y a une forme de paternalisme sur ces médias, parce que l'essentiel des médias dépendent de la publicité publique. Donc, c'est une façon de faire pression de manière indirecte sur ces médias. Mais c'est beaucoup plus un message destiné pour, soi-disant, les inviter à animer une scène politique qui est pratiquement asphyxiée, une scène politique qui est atone, puisque pratiquement elle est éteinte. Donc c'est beaucoup plus, l'arrière-pensée, c'est beaucoup plus pour les inviter à participer à cette kermesse, c'est tout. Mais sinon, sans qu'ils leur demandent, tout le monde sait qu'ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que s'il y avait lieu la déontologie, je ne vois pas pourquoi, par exemple, on ne couvrait pas l'opposition. Pourquoi on n'ouvre pas ces médias, justement, pourquoi on n'ouvre pas au débat contradictoire, pourquoi on ne couvre pas certaines activités et pas d'autres. Donc, je ne vois pas pourquoi, à la veille de cette élection, on rappelle aux journaux ce qu'ils doivent faire pendant cette campagne électorale. Derrière ce paternalisme, est-ce qu'il n'y a pas le vrai problème, est-ce que c'est pas plutôt la liberté de s'exprimer, la liberté de dire, la liberté de dénoncer, d'informer et d'expliquer derrière ce paternalisme? Alors je pense que les médias attendent plutôt d'un ministre
de mettre des moyens supplémentaires, d'essayer un peu d'organiser les choses, mais de ne pas entrer dans leur fonction. Est-ce que réellement, c'est la question qui se pose, c'est plutôt la problématique, c'est le danger, en tout cas pour ce genre de pouvoir, c'est plutôt la liberté d'expression? Mais bien sûr, vous savez, dans tous les pays du monde, de toutes les façons, comme on dit, celui qui finance, celui qui paie l'orchestre commande la musique. Dans tous les médias du monde, ceux qui financent en général, donc c'est eux qui un peu impriment, si vous voulez, une ligne éditoriale, mais c'est une ligne qui est qui reste tout de même conforme aux grands principes démocratiques de liberté, tout ça. Ça reste pour des petits détails concernant certaines orientations économiques, mais ils n'interfèrent pas dans la ligne éditoriale. Normalement, ça devait être le cas chez nous, c'est-à-dire on n'a pas à dicter aux journaux ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent, comment ils doivent traiter l'actualité. Or, comme je vous l'ai dit, chez nous, non seulement il y a l'absence de liberté, c'est-à-dire d'accès à l'information, il y a l'absence de moyens, mais en même temps, il y a ce lien à la rente publique qui empêche tout travail, tout exercice journalistique, c'est-à-dire qui peut être réellement professionnel, qui permet de donner la parole à tout le monde, de s'intéresser aux voix marginales, d'essayer d'explorer des questions ou bien de parler des choses dont on ne veut pas que les gens sachent, par exemple, ou bien des choses qu'on veut cacher. Mais tout ça, on n'est pas dans ce cas de figure. Nous sommes dans un cas de figure où l'essentiel des financements de ces journaux dépendent de la rente publique. Donc, forcément, ils ne font que le travail de relais du discours officiel. Et le ministre, s'il rappelle ça, c'est parce qu'il se sent qu'il est en position de leur dicter ce qu'ils doivent faire, mais en vérité, c'est un peu pour leur dire, c'est beaucoup plus pour animer cette scène politique qui n'existe pas. Ça veut dire quoi pour vous lorsqu'un ministre de la communication, en l'occurrence Mohamed Dallagab, donne des consignes à être professionnel, parle de déontologie, d'éthique. Pourquoi sur cette date électorale, alors il y a des consignes qui ont été données plus ou moins maintenant depuis plusieurs semaines, bien avant, limite même bien avant que le président annonce cette élection anticipée du 7 septembre. Mais selon vous, est-ce qu'il y a aussi quelque part un enjeu politique en sous-bassement, peut-être que dans ce message-là, il y a quelque part, à un moment donné, de dire aux médias, mais n'oublions pas tous derrière, excusez-moi d'expression, mais tous derrière le président Tebboune. Parce que dire aux journalistes d'être professionnels et de faire leur travail, je pense qu'ils le savent déjà. Non, en fait, le sous-entendu, de mon point de vue, c'est beaucoup plus pour dire que qu'il faut, c'est-à-dire accompagner, si vous voulez, accompagner l'activisme qui aura lieu à travers les candidats, sans plus. Mais en même temps, c'est une façon de leur dire de ne pas aussi ouvrir la voie à ceux qui éventuellement peuvent être contre ces élections ou bien leur donner la parole. Ça a été toujours le cas. En fait, le non-dit, c'est là lorsqu'il évoque la déontologie et le professionnalisme. C'est pour ne pas prêter le flanc ou bien donner de la voix à ceux qui n'ont pas de voix, justement, à ces voix marginales, à ceux qui sont exclus du débat public, à ceux qui n'ont pas accès à ces médias. Et c'est ça dans le non-dit de ces injonctions qui viennent assez souvent. Alors, comme je vous l'ai dit, normalement, théoriquement, la presse sait ce qu'elle doit faire en termes du respect, par exemple, de l'égalité devant les candidats, qu'ils participent ou non, d'évoquer les questions qui agitent la société, c'est-à-dire de mettre en débat toutes les questions qui fâchent, toutes les questions dont on parle pas assez souvent, les questions des droits de l'homme, les questions de haraga, les questions sociales, les questions économiques, bref, tout ce qui agite la société. Mais lorsqu'ils font cette injonction, c'est beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, pour donner cette impression, pour animer, participer à animer
à leur manière, même si, de mon point de vue, de toutes les façons, faute de crédibilité, l'influence de la presse est aujourd'hui, j'allais dire, quasi nulle, hein, parce que même le gouvernement ne fait que réagir à ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Mais c'est beaucoup plus pour participer donc Mais c'est à pour ça que je vous animer. pose cette question. Effectivement, on peut comprendre le fait qu'on appelle les médias, que le pouvoir appelle les médias, entre guillemets, à animer peut-être. Je vois hein, ce dont vous parlez, c'est aussi à un moment donné dire aux Algériens qui sont dans le désintérêt total aujourd'hui qu'il y a une élection. Mais il y a ce paragraphe, avant de vous libérer, de retrouver nos deux autres invités. Le ministre a insisté aussi sur la nécessité pour les médias d'observer la neutralité et de s'abstenir de toute propagande. C'est un mot important, ça, en Algérie, où beaucoup de politiques, d'opposants, de militants, d'ONG, d'internautes aussi dénoncent cette propagande. Alors, je termine à citer le ministre. Donc, de s'abstenir de toute propagande en faveur des candidats pendant le silence électoral et de donner la priorité à la description du processus électoral et à l'explication de l'importance de ce rendez-vous crucial. Comment vous analysez ces mots? Ça veut dire que si on n'est pas candidat, on ne parle pas de nous, mais derrière ça, on ne doit pas se préoccuper aussi des personnes qui crient au scandale, changement de système, on veut un autre gouvernement, on veut une autre assemblée, on veut une autre politique. Voilà. C'est ce que je disais, c'est-à-dire uniquement s'intéresser, participer à animer à leur manière cette campagne électorale, c'est-à-dire participer à essayer, en tout cas du moins, essayer de mobiliser les gens, essayer de faire valoir les acquis, ce qui a été réalisé et tout ça, et de ne pas évoquer justement les questions qui fâchent ou par exemple donner la parole à ceux qui ont des avis contraires. Mais ça est toujours dans l'esprit des responsables. Donc c'est pas quelque chose qui change de mon point de vue. Il n'y a là-dessus absolument aucun changement. On est toujours dans le même cas de figure, dans le même schéma de pensée, c'est-à-dire s'inscrire dans le marche, c'est pas dévier. C'est un peu, en résumé, l'idée phare de ces injonctions. Karim Kébir, merci d'avoir été avec nous, journaliste en Algérie. Vous avez longtemps dirigé la rédaction notamment de Liberté. Merci infiniment. On va retrouver nos deux autres invités. On va juste regarder cette infographie qui résume dans les grandes lignes un peu ce qu'a pu annoncer le ministre Lagab. En Algérie, les médias sont embourbés dans la déviation, la désinformation et le populisme, pendant que Mohamed Lagab, lui, parle de professionnalisme. Mohamed Lagab exhorte les médias à couvrir les présidentielles du 7 septembre professionnellement. Il demande aux journalistes de respecter la déontologie et l'éthique professionnelle de leur métier. Ce professeur de sciences de l'information et de la communication n'a pas expliqué ce qu'il entendait par assurer une couverture professionnelle des élections. En effet, Lagab a simplement souligné qu'il fallait rester neutre et arrêter la propagande en faveur des candidats pendant le silence électoral. Il a conseillé aux professionnels de donner la priorité à expliquer le processus électoral aux citoyens et à l'éclairer sur l'importance de cette date. Pour les observateurs, une couverture professionnelle et impartiale doit être tout le temps et non que pendant le silence électoral. Pour eux, la déviation a commencé bien avant l'annonce même des élections présidentielles et ne cesse de s'intensifier. Pour eux, cet appel de Lagab est considéré juste comme un discours pour jeter de la poudre aux yeux. Il est à Paris, Abderrahim Moussawar. Rebonsoir, merci d'avoir patienté après cette première partie avec Karim Kébir. Peut-être d'abord une réaction qui englobe un peu le système. Dernièrement, donc il y a ce décret où Abdelmajid Tebboune veut offrir des postes à des cadres de l'armée à différentes institutions, notamment on peut penser les wilayas, on peut penser les mairies, l'université, entre autres, on peut les citer. Mais derrière ça, même dynamique, on a ce lien particulier, cette particularité en Algérie où il y a toujours
cette subordination. On a un ministre qui réunit des journalistes pour leur donner des ordres, des directives. Ils connaissent leur travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce système et qu'est-ce qu'il y a derrière ces ordres? Ce qui est perceptible depuis l'indépendance de notre pays, malheureusement, c'est que les institutions de l'État, dans leur pluralité, ont toujours été déjà confisquées par un système totalitaire et gangrénées par le travail, par la propagande de la police politique, et ce à quoi nous avons assisté récemment avec ce décret présidentiel, c'est une preuve supplémentaire, cette fois-ci plus perceptible qu'avant, de la militarisation des institutions de l'État, donc la militarisation brève et simple de ce qu'a toujours été le pouvoir algérien, mais aussi les institutions, ce qu'elles sont aujourd'hui. Je voudrais aussi faire peut-être le parallèle avec ce ministre de la Communication, en rappelant que politiquement, lorsqu'on fait l'analyse de la nature du système dans sa globalité, mais aussi des gouvernements, des présidents qui ont été désignés les uns derrière les uns après les autres, etc., c'est qu'il y a toujours eu, pour chaque président, pour chaque gouvernement, pour chaque ère de notre Algérie depuis l'indépendance du pays, c'est qu'il y a toujours eu ce qu'on appelle des hommes qui sont chargés de sale besogne. Moi, j'aimerais bien que lorsqu'on parle de la déontologie, de l'éthique journalistique, de nous montrer, lui qui est dans le domaine de la communication, de nous montrer réellement son attachement à la liberté de la presse, son attachement à l'éthique, à la véritable éthique. Lorsqu'on a aujourd'hui des journalistes qui croupissent dans les geôles, dans les prisons, et je pense à Hassan El-Qadi, lorsqu'on a la liberté de s'informer et le courage de dire ce qu'il en est, le courage de dire ce que vit notre pays, et je pense à Mouhad Ghasmi qui est emprisonné aujourd'hui et qui a longtemps porté son opposition, mais aussi cette sensibilisation concernant l'extraction du gaz de schiste. On aimerait bien qu'il nous parle de cette éthique journalistique en préservant et en donnant le droit à des journalistes, à des médias, à des radios, je pense aussi à Radio M, Maghreb Émergent, je pense à toutes ces organisations privées mais qui sont médiatiques, qui font un travail journalistique. Nombreux et nombreuses étaient les journalistes qui ont été emprisonnés et certains croupissent jusqu'à aujourd'hui dans les geôles de ce pouvoir. En éliminant Radio M et Maghreb Émergent, en emprisonnant un journaliste de la pointure de Hassan El-Qadi, le président désigné ou le ministre de la Communication croit pouvoir, c'est-à-dire étaler le tapis rouge vers une présidentielle le 7 septembre, parce qu'il n'y a pas de voix discordante, toute voix qui allait ou qui irait dans le sens opposé de la tenue d'une élection présidentielle dans un contexte où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a nullement le respect de la personne et de la dignité humaine. Donc tous ces éléments, aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème. Mais ce qu'ils doivent savoir aussi, c'est que lorsqu'on parle de l'information, lorsqu'on parle d'informer et de s'informer, c'est que le peuple algérien, il n'est pas dupe. Le peuple algérien, il a une mémoire qui dépasse les logiciels qui sont mis en place par le système néocolonial, au point que, à chaque fois qu'un ministre ou un responsable politique dit quelque chose aujourd'hui, on sait bien qu'il est en train de préparer le contraire. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on nous parle de la lutte contre la corruption, on nous parle de la lutte contre la pauvreté, on nous parle de la lutte contre la harga, on nous parle de la lutte contre les injustices. Or, ceux qui mettent en place tous les ingrédients, que ce soit dans les administrations, dans les institutions, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les stades, c'est le pouvoir en place qui mène une politique de division, qui mène une politique de dispersion contraire, vraiment, c'est-à-dire contraire à la véritable éthique journalistique.
Merci, restez avec nous. Abdelrahim Moussaouer est avec nous aussi en Algérie. Tariq Braïk, vous êtes universitaire. Merci d'être là et militant politique. Peut-être deux mots. Effectivement, il y a ce lien, il y a ces directives qui sont encore données par un ministre dans un pays qu'est l'Algérie. Avoir aussi votre avis. Est-ce que c'est coutumier de ce système? Mais dans un deuxième temps, ce qui nous intéresse aussi ce soir, qu'est-ce que veut dire ce message? Est-ce que effectivement Karim Kébir nous parlait effectivement de dynamiser, d'animer un peu ce moment, essayer de donner un peu de lucarne et d'effervescence. Mais derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un message de voilà, faisons attention à ce qu'on dit, à qui nous donnons la parole. On nous parle. Le ministre parle aussi de attention à la propagande. Le président actuel est entré en campagne déjà depuis un bout de temps avec une armada médiatique depuis plusieurs semaines, ce que les autres partis, les autres candidats, les autres drames et événements, autres actualités n'ont pas eu la chance d'avoir. En fait, aujourd'hui, personne n'ignore que depuis pratiquement 4 ans, les Algériennes et les Algériens sont en train de vivre dans des mesures encadrantes où tous les espaces d'expression sont quasiment fermés pour toutes les voix discordantes. Donc, aujourd'hui, si on parle de la liberté de la presse, nous ne pouvons pas nier le rôle important de la presse et aussi de ce quatrième pouvoir. Car aujourd'hui, il est plus que urgent d'aller vers l'ouverture des espaces médiatiques à toutes les formations politiques, que ce soit de la majorité présidentielle ou bien aussi de l'opposition, pour qu'ils puissent s'exprimer librement et aussi exprimer leurs opinions et leurs positions sans contrainte et aussi sans peur dans des débats contradictoires. C'est ça la liberté de la presse. Et aussi quand on parle aujourd'hui d'éthique et de déontologie, à mon avis, je pense que l'éthique et la déontologie, c'est de ne pas pousser la presse écrite telle que les journaux de fermer par manque de moyens financiers si ces derniers ne s'inscrivent pas dans la ligne du système. À mon avis aussi, la ligne, l'éthique et la déontologie et de laisser les voix discordantes s'exprimer librement, telles que Hassan al-Qadri, et ne pas les emprisonner. Et aussi l'éthique et la déontologie et que les différentes ou bien les différents titres de la presse de rapporter le discours de la majorité présidentielle et aussi le discours de l'opposition sans contrainte avec c'est-à-dire librement. C'est ça l'éthique et la déontologie. À part que cela, ce n'est pas de l'éthique, ce n'est pas de la déontologie. Alors ces gens-là qui parlent aujourd'hui d'éthique et de déontologie, je crois qu'ils doivent réviser le leçon convenablement afin de revoir c'est quoi l'éthique et la déontologie. En revanche, aujourd'hui que nous sommes, ça veut dire, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, donc c'est pas par rapport, c'est pas on va pas attendre 4 ans ou bien 5 ans à ce que la campagne électorale commence pour ouvrir tous les canaux d'expression, notamment politique et médiatique, afin que les gens s'expriment. Normalement, dans une république telle que l'Algérie, parce que nous sommes réellement dans une république, comme je le conçois moi, donc la République est fondée sur un principe d'état de droit. Donc, dans un état de droit, tous les espaces d'expression sont libres afin que toutes les formations politiques et aussi tous les hommes politiques s'expriment librement et d'écrire leurs opinions et aussi de prendre position sans contrainte, sans peur. C'est ça aujourd'hui la République. Mais apparemment, quand on voit ces millions d'Algériens
en fait, ces milliers d'Algériens qui quittent clandestinement le pays par la baisse inquiétante du pouvoir d'achat et aussi par le manque d'espace de loisirs et aussi par ces mesures encadrantes. Donc, on peut quelque part avoir un tableau de cette République qui ne ressemble pas à un état de droit. Ça reflète le système. Restez avec nous, Tariq Brak. On va écouter le ministre de la Communication ici, Mohamed Lagab, qui nous parle de professionnalisme des médias. وشرحنا فيه كل ما يتعين على الصحافة القيام به، وأنا أتمنى أن لا تكون فيه يعني تجاوزات، وأن يكون فيه احترام كبير لأخلاقيات المهنة، وتمر الأمور بسلام. ووسائل الإعلام كلها مدعوة بهذه المناسبة إلى يعني شرح كل المراحل العملية الانتخابية للمواطنين، وشرح برامج المترشحين للمواطنين، وإبراز أهمية الانتخابات. Et à un autre moment, le ministre Lagab demande justement à ce que les réalisations du président Tebboune soient diffusées et que les Algériens en soient informés. الرئيس غيبذل مجهودات جبارة، مجهودات خارقة للعادة، خلاص كاع. من مسؤوليتكم، من مهامنا احنا كإعلاميين نوصلوها للمواطنين وندافعوا عليها ونحارب هذيك الدعاية المضادة، الدعاية المغرضة، الإشاعات، لازم نحاربها. الرئيس يبكي كما في مجلس الوزراء على المواطنين وعلى الطبقة الوسطى، يبكي عليهم، دايرهم هم، دايرهم قضية الطبقة الوسطى. ومن بعد احنا ساكتين ويجي واحد يخسر عليك 2 كلمات هكذا يقول لك ما كان والو. ما كان والو. الرواتب برك راكم شفتوا زادت ب 47%. السكنات ما توقفتش، ومليون سكن مسجل جديد. التوظيف عمرها صرات في التاريخ. واش راه صاير في الجزائر في الوقت مع كورونا والمشاكل؟ التوظيف في العالم كامل حبس الا في الجزائر. 8000 واحد استاذ جامعي توظفوا في نهار واحد، ما صارت حتى في دوله في العالم. Des dizaines d'actualités qui sont totalement ignorées, c'est le mot, qui ne sont pas du tout couvertes depuis maintenant plusieurs années, notamment depuis 5 ans en Nouvelle-Algérie d'Abdelmadjid Tebboune, notamment ceux qui quittent le pays. On va écouter ici un diplômé, les larmes aux yeux, il est assez ému, il explique pourquoi et comment il quitte le pays, l'Algérie qu'il aime tant. Salam alaikum. آخر ليلة عندي في الجزائر. على كل حال شعور مخلط بالفرحة وبالحزن كيف ما نقدرش نوصف لك هذا الشعور. راني فرحان كي راني مكيت الجزائر اللي ضيعت لي صغري، وراني حزين كي راني مخلي اغلى ما عندي والديا وعائلتي. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبا وبعدنا على والدينا. سمحي لي يا الجزائر، بصح ضيعتي لي صغري، والله غير ضيعتي لي صغري. نصيحة ليك يا أخي، أنت إذا راك زعوالي ولا ما عندكش، أهرب والله المستعان. ما تجيش فلوكة برك، أروح فيزا ما تجيش فلوكة، وما من اللي لاباس عليها وعايش ماشي مهني في البلاد. الله المستعان. Abdelrahim Moussaouel, on vient d'écouter à la fois le ministre de la Communication avec les médias, les réalisations de son patron, du président Tebboune, et d'un autre côté les mots très touchants de ce jeune. Il y a ces actualités douloureuses, les haragas qui ne sont pas du tout traitées, puis à la fois, vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'on parle de véhicules, de dates de ces denrées alimentaires, quand on parle de gaz de schiste, quand on fait un article en lien comme l'a pu le faire Hassan El-Khadi, c'est vrai que c'est compliqué. On pourrait en citer plusieurs des hommes et des femmes de médias. D'ailleurs, vous en faites partie. Aujourd'hui, les journalistes de demain, c'est aussi les réseaux sociaux. Ce sont les personnes qui s'expriment. On assiste quotidiennement, malheureusement, on assiste à des images à la fois émouvantes et insoutenables, mais aussi qui reflètent la réalité dans laquelle vivent nos compatriotes, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, en Algérie. Si j'ai quelque chose à dire justement, c'est en visionnant ce genre de vidéos, c'est en regardant cette réalité que les militants ou les citoyens que nous sommes,
que ce soit en Algérie ou ailleurs. Je comprends qu'en Algérie, aujourd'hui, tout est muselé, tout est fermé, toute voix discordante est emprisonnée, des journalistes, des militants, des syndicalistes, des acteurs associatifs n'ont pas le moindre droit de s'exprimer, d'informer ou de s'informer. C'est pour cela que nous, Algériens qui sommes à l'étranger, le moindre espace d'expression démocratique, le moindre espace d'expression médiatique à travers le Maghrébia par exemple, que l'on a, on l'utilise pour transmettre un message de fraternité, un message de soutien, mais aussi un message de détermination. À écouter un ministre qui ordonne aux journalistes d'être professionnels, de respecter l'éthique. Tout à l'heure, il parlait en arabe, si je me permets de traduire, il disait « il faut éviter tout dépassement, il faut éviter toutes sortes de magouilles ou d'informations erronées ». Moi, je me demande, y aurait-il un dépassement aussi ou plus grand que celui d'avoir piétiné la construction d'un État de droit qui aurait dû se faire en 1962 quand il y a eu l'indépendance du pays? Y aurait-il un dépassement plus grand que celui d'avoir assassiné des révolutionnaires algériens et algériennes? Y aurait-il un dépassement plus énorme ou plus grand que celui de pousser un pays qui a plus de 70% de ressources humaines, qui a moins de 30 ans, à l'exil, que ce soit un exil dans un cadre réglementaire ou dans un cadre, comme nous le voyons, des bateaux et des embarcations de fortune. Il y a quelques jours de cela, plus de 1000 Algériens ont traversé la Méditerranée au bout de 24 heures. De quel courage peut-on avoir lorsqu'on parle aujourd'hui d'éthique journalistique? On parle d'embauche, on parle de postes de travail, on parle de voitures, on parle d'industrie, on parle d'économie dans un pays où le simple citoyen, où plus de la moitié des Algériens n'ont pas pu fêter Eid al-Adha convenablement comme les autres pays d'une majorité musulmane. De quelle politique, de quelle ouverture parle-t-on lorsque les partis d'opposition sont muselés, lorsque des associations et des ligues des droits de l'homme sont fermées, sont dissoutes? De quelle ouverture, de quelle éthique journalistique lorsqu'aujourd'hui on réduit le travail journalistique à une confusion entre l'information et la communication? Là, je reprends un passage d'un professeur en information et en communication à l'ETFC d'Alger, en l'occurrence Ardouane Boujma, qui parlait de la situation journalistique en Algérie aujourd'hui en parlant de la confusion, c'est-à-dire ceux et celles qui ont choisi de suivre le chemin du pouvoir en place. Il y a confusion, ils confondent entre information et communication. Aujourd'hui, le pouvoir algérien, il ne fait que choisir des médias et des journalistes qui font dans la communication et non dans l'information. Parce lorsqu'on parle de l'information, on va chercher l'information, on va chercher des sources, on va faire des analyses. Et lorsqu'on fait des analyses, ça reflète réellement ce que vivent les citoyennes et les citoyens. Or, la situation politique, économique et sociale en Algérie est tout à fait le contraire de ce qui est dit dans certains médias qu'on appelle les médias aux ordres. Je vous donne la parole dans un instant. Tariq Brahik, vous êtes en Algérie. La consommation des médias, malgré que le président algérien nous annonce des centaines de presse, de journaux, de journalistes, etc., il y a une presse tout de même qui est dans déperdition, qui n'a plus du tout d'attirance. La cause, c'est quoi? C'est ce fonctionnement. Le peuple a compris aujourd'hui, c'est l'ouverture des frontières, il y a les réseaux sociaux, l'information se donne ailleurs. Malgré ça, on a tout de même un système qui perdure et qui se stabilise dans les mêmes méthodes, alors qu'il aurait peut-être tout à ouvrir et à laisser le libre champ à l'expression, voilà, à la folie des médias sous cette ère de 2024. Quand l'état de droit n'est pas assuré, donc on ne peut pas s'attendre à grand chose parce que aujourd'hui, depuis toutes ces mesures encadrantes, donc toutes les voies discordantes sont muselées, mais aussi aujourd'hui le citoyen algérien, donc il cherche
l'information sur les réseaux sociaux, dans des journaux autres que algériens, parce que toutes les Algériennes et tous les Algériens savent aujourd'hui que la presse algérienne, en majorité, ne rapporte juste une seule ligne, c'est la ligne du système, et ne rapporte pas les discours ou bien les discours des autres formations politiques qui sont entre guillemets de l'opposition, ou bien qui discordent avec la voix ou bien la ligne du système. Tout cela est la résultante de l'impasse politique que nous vivons depuis 1962, depuis les coups de force successifs jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire semblant aujourd'hui de rendre clair et de rendre tout blanc, ou bien d'effacer d'un revers toutes ces années-là d'un état du non-Darois, et de continuer comme si de rien n'était. Aujourd'hui, les citoyens algériens souffrent de cette fermeture politique et médiatique. Les citoyens algériens souffrent de la baisse inquiétante du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le citoyen algérien, il veut s'exprimer librement, veut avoir une ouverture de tous les espaces d'expression et d'activer librement dans des associations culturelles, environnementales ou autres, d'activer dans des partis politiques, d'activer sur le terrain sans qu'on entrave ces actions politiques ou bien sociales. Donc, pour ma part, je crois que la première république issue du 25 septembre 1962 est arrivée à terme. Aujourd'hui, toutes les institutions de l'État sont défectueuses, et il est temps que le pouvoir réel se rende conscience de cette réalité et de s'assagir et d'aller sérieusement et d'inviter toutes les formations politiques et d'aller vers une véritable initiative politique dans un processus constituant pour aller vers une deuxième république afin de sauver ce qui reste à sauver. Merci Tarek Braïk d'avoir été avec nous. Abderrahim Moussawa, la petite dernière minute, le mot de la fin, un système fragilisé tout de même qui est bien dans ses baskets, mais qui a tout de même crainte de cette liberté, de cette expression. Pour lui, c'est plutôt peut-être un obstacle, un danger qu'un allié, alors qu'ouvrir le champ démocratique, c'est ce qu'il y a de mieux pour stabiliser un pouvoir, un régime, un État. Bien sûr, en faisant de la politique, et c'est par la démocratie qu'on peut instaurer un véritable changement. Le système en Algérie pense être droit dans ses bottes, pense être tranquille dans ses baskets, comme vous le dites. Par contre, en réalité, c'est quelque chose qu'il essaye, qu'il tente d'imposer par la force. Depuis le début du Hirak de 2019 jusqu'à aujourd'hui, le système est passé par des étapes de musellement, d'interdiction, de fermeture du champ politique et médiatique, de corruption de certains qui se disent opposants, etc. Mais le temps donne raison au Hirak, qui dit clairement « il dans la mesure où il va y avoir certainement un changement qui fera ce qu'on appellera plus tard l'Algérie algérienne. Mais si on veut observer aujourd'hui la politique de répression à travers laquelle ce système veut imposer son renouvellement, il faut peut-être jeter un coup d'œil dans un échantillon, une petite Algérie qui est la ville de Kharata, qui est aujourd'hui, depuis 2021, encerclée par un dispositif de sécurité qui empêche toute expression dans les espaces démocratiques et dans les espaces populaires, malheureusement. Mais une Algérie algérienne sera construite, sera bâtie. Ce peuple qui a longtemps été marginalisé, longtemps piétiné, a su comme une seule femme, comme un seul homme, sortir un jour et dire que basta, les choses doivent s'arrêter et on va construire pacifiquement notre pays.
Merci pour votre fidélité, Abderrahim Moussaouer. Merci, universitaire, formateur. Et vous êtes donc militant politique. C'est avec nous aussi, universitaire, militant politique, Tariq Braik. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir mon confrère, journaliste Karim Kebir. En début d'émission, dans quelques instants, vous retrouvez Jamaldine Benchenouf, le plaisir de l'entendre pour l'édito. Juste derrière, c'est Salim Salhi Al-Omr. Rendez-vous avec Mohamed Bachouch et Lotfi de Bolcanon qui vous ouvre l'antenne. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné pour réaliser cette émission. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à la même heure. Prenez soin de vous.